Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la KNTB et partenaire Radio Lumière Anéro Radio VGK à Palimé, togovision.com sur le web et Eben Radio également sur le web. Vous êtes au plateau de votre émission Grand Jury, cette émission à travers laquelle nous vous proposons les commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes en studio autour des sujets d'actualité. Au micro pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Je suis assisté ce matin à la technique pour la radio KNTB et ma gloire Malix est pour Togo Vision, Émilie est derrière la caméra, sans oublier les autres équipes, que ce soit à VGK à Palimé, à Radio Lumière, à Anéro ou encore que ce soit au niveau de ebenradio.com. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Ce matin, vous n'êtes sans savoir que nous avons passé un long week-end avec l'actualité qui repose toujours et toujours sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles dans notre cher pays, le Togo, sans oublier comme vous le savez, depuis la nuit du 4 au 5, l'arrestation de Gabriel Komla-Kouma Ameïma Oulaoué, président de la Fédération togolaise de football, un président contesté, si on peut le dire ainsi, et également passant par la grève de 48 heures annoncée par la synergie des travailleurs du Togo et la marche de l'opposition dans les jours à venir pour exiger les réformes. Bonjour donc et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Ceci étant pour l'actualité et le débat qui s'impose avec les confrères journalistes, comme vous le savez, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonjour Germain. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous les auditeurs des radios partenaires. Et voilà, pour une première fois, nous l'avons eu, il est avec nous, il s'appelle tout simplement Augustin Kofi Amega. Il est né un vendredi comme moi, directeur de publication du journal Canard, l'Indépendant. Bonjour Augustin. Bonjour Rodrigue, bonjour Germain et bonjour aux amis auditeurs. Et voilà, si vous permettez, je vais rapidement commencer avec vous, à tout seigneur, tout honneur. J'aurais préféré qu'on commence avec la politique. Mais l'arrestation de Gabriel Komla-Kouma Ameï étant venu mettre un tout petit peu les choses dans une situation confuse, il urge quand même qu'on en parle en début. Et comment avez-vous vécu ou appris cette nouvelle et quelles sont les informations à votre niveau la concernant? Disons que je l'ai appris comme tout journaliste, sans aucun sentiment particulier, puisque je ne suis pas directement concerné. C'est vrai que cette arrestation est intervenue à la veille de la tenue du congrès extraordinaire à la FTF, et un congrès qui était contesté par une large majorité des membres. Et donc, ça a pu perturber un peu les choses. Mais bon, pour le reste, c'est une affaire judiciaire qui suit son cours. Monsieur Gabriel serait arrêté pour une affaire d'escroquerie. Il aurait vendu un même immeuble à deux acquéreurs à la fois. Donc, bon, je n'en sais pas plus que cela pour le moment. On attend le dénouement de l'affaire puisque le parquet ne s'est pas prononcé sur l'affaire et que les avocats de monsieur Gabriel Ameï sont pour l'instant très peu diserts sur la question. Et voilà, Germain, la question elle est là, la nuit du 4 au 5, qui l'eût cru, c'est ce que les gens ont dit, puisque à un moment donné, on a cru à une personne toute puissance, toute puissante parce que tant bien même que les acteurs en majorité dénoncent la gestion un peu orthodoxe des affaires de la fédération. Jusque-là, le monsieur ne s'est pas du tout inquiété et la FIFA a prorogé le mandat de son bureau, ce qui a monté un tout petit peu le courroux de 36 présidents de club signataires d'une déclaration. Et subitement, comme si cela ne pouvait qu'être une occasion à saisir, la nuit du 4 au 5, tout a changé. On a appris son arrestation, sauf que jusque-là, il n'y a pas encore de sérénité au niveau de la Fédération togolaise de football. Oui, bon, on peut déjà se réjouir que finalement cette arrestation-là n'ait aucun lien avec le congrès en préparation qui devrait se tenir et que ce soit pour des affaires de droit commun, donc une affaire d'escroquerie. Mais je pense aussi qu'il faut revenir pour réorganiser un peu le football togolais. On sait qu'il a été un président contesté depuis le début de son mandat. Il a été un président qui a des méthodes de gestion pas tout à fait orthodoxes. Et je pense qu'il était temps que les choses se réorganisent, mais malheureusement, étant au centre donc, de toutes les intrigues, il n'était pas là où il a été empêché. Le congrès, je crois, finalement, a été reporté. Et donc,
espère que notre congrès sera réorganisé assez rapidement pour remettre donc la fédération togolaise sur la bonne voie. Vous savez que nous sommes éliminés de la CAN, d'Afrique des Nations 2015. ce qui peut être une bonne chose finalement parce qu'il va falloir régler les problèmes à la fédération, réorganiser totalement le football et permettre donc à nos joueurs de repartir d'un bon pied. Vous disiez tout à l'heure qu'il présentait les apparences d'un intouchable, d'un homme tout puissant. Ouais, ben je crois que au-delà de tout ce qu'on peut dire sur ceux qui sont riches ou présumés riches, ceux qui sont prétendument décrits comme puissants, ils sont aussi des individus comme nous, et quand ils violent certaines lois, quand ils ne respectent pas la loi, et ici dans le cas donc de cette escroquerie, ils sont à la disposition de la justice comme tout citoyen. Je crois que c'est ce qui est en train d'être arrivé, ce qui est en train de se faire en ce moment. On voudrait peut-être que, comme le disait le confrère, le parquet communique un peu plus pour qu'on sache exactement ce qui se passe, mais vous le savez aussi, l'instruction et tout ça, la justice est entourée d'une grande discrétion, donc on n'a pas forcément envie d'exposer les citoyens dans leurs problèmes avec la justice, et ça se comprend aussi. Voilà, ça se comprend aussi, sauf que cette arrestation vient, Augustin, révéler tout simplement la profondeur des dysfonctionnements au niveau de la Fédération togolaise de football, parce que l'on a du mal à appliquer les tests aujourd'hui. Et puis, c'est une arrestation qui vient également révéler l'impréparation et un peu tout comme une surprise pour ces acteurs qui cherchaient le départ de Gabriel Amélie, qui l'ont eu d'une manière à l'autre, mais qui ne savent pas quoi en faire. Oui, tout à fait. Et c'est en cela que je pense que c'était même impérieux que le parquet communique, parce que Gabriel Amélie n'est pas un citoyen ordinaire comme un autre. Et nous savons également les règles de la FIFA qui interdisent l'immixtion du pouvoir politique dans l'administration du football. Donc arrêter Gabriel Amélie comme ça, à la veille d'un congrès contesté, peut donner à supputation. Donc il était utile que pour des cas comme ça, pour la sérénité et pour l'assurance aussi de ces institutions comme la FIFA, qu'on puisse communiquer ne serait-ce que sur le motif de l'arrestation sans aller forcément dans le secret de l'instruction. Ça n'a pas été fait. Mais heureusement, il y a un envoyé de la FIFA qui est sur le terrain. Je crois qu'il a été autorisé à rencontrer Gabriel Amélie sur les lieux de la détention. Maintenant, vous avez également évoqué un aspect, c'est depuis l'arrestation de Gabriel Amélie. D'ailleurs, d'abord, on a pu constater que le congrès extraordinaire que lui-même il avait convoqué n'était nullement préparé. Le lieu retenu n'a pas été confirmé. Voilà, il n'y a pas eu de réservation. Mais ce qui choque encore aujourd'hui, c'est la façon dont la majorité qualifiée s'y prend pour gérer l'absence de Gabriel Amélie. En principe, l'alinéa 1er de l'article 40 des statuts de la Fédération prévoit, en cas d'absence du président, comment est-ce que la succession doit se faire. En fait, ce qui doit assurer les prérogatives du président, notamment le premier vice-président. Il suffisait juste de mettre la forme, de constater l'absence et que le président convoque une réunion. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ceux qui contestaient même le congrès de Palimé, c'est eux qui ont voulu organiser ce congrès-là, tenir ce congrès à tout prix, sans avoir même les documents du congrès. Ça paraissait un peu gros. Et alors qu'ils n'ont pas pu tenir ce congrès, parce que finalement le préfet de Palimé leur a dit qu'il a reçu une lettre officielle de Lomé interdisant la tenue du congrès à Palimé, qui sont revenus. Et ils ont cherché à tenir le même congrès le lendemain, en se basant sur les dispositions de la fédération, alors que les dispositions de la fédération disent clairement que c'est au cas où le quorum n'est pas atteint que le congrès peut être tenu 24 dans heures. les 24 heures. Donc c'est une raison qui n'a rien à voir avec le quorum. Heureusement, ils se sont avisés. J'ai entendu dire qu'il devait avoir une déclaration, et je ne l'ai pas encore vu. Donc tout ça montre bien combien au niveau de la famille du football, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de précipitation, beaucoup d'émotions dans la gestion des choses. Et cela interpelle, je dirais, même les autorités politiques pour qu'on fasse en sorte qu'on ait véritablement l'occasion de repartir sur de bonnes bases, de réorganiser le football togolais. Comme disait Germain tantôt, on n'est pas qualifié pour la CAN, c'est peut-être une raison de plus
faut qu'on profite de ce moment-là pour prendre les décisions qui conviennent afin qu'on s'assure qu'on peut redéfinir de nouvelles bases pour le football. Voilà, Germain, à suivre tous ces développements, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui comme l'impression que, même étant en détention, l'ombre de Gabriel Améi pèse toujours sur la Fédération togolaise de football? Non, je ne crois pas du tout. On donne toujours ce genre d'impression. Mais je crois qu'un seul homme ne peut pas tenir tout un pays, ne peut pas tenir tout un secteur comme le football. C'est vrai qu'il use donc de stratégies pour se maintenir, il use donc de certains réseaux pour pouvoir continuer dans le sens qui est largement critiqué. Mais je crois, comme Augustin le disait, il va falloir quand même que les États trouvent un accord avec la FIFA parce que, quoi qu'on dise, c'est vraiment pas des associations qui doivent être indépendantes, mais l'État injecte beaucoup d'argent dans le fonctionnement de ces associations, quand bien même la FIFA soutient, et donc on ne peut pas dire à l'État de se mettre totalement en marge. Peut-être qu'il va falloir que les États s'organisent, mais heureusement, comme le disait Augustin, l'État a quelque part empêché la tenue de ce congrès qui était parti pour être entaché d'irrégularité. Donc on espère tout simplement que l'État va faire preuve de cette rigueur-là envers les acteurs pour que les choses se fassent dans les normes et qu'un bureau en bonne et due forme soit mis en place avec un programme assez concret et efficace pour remettre donc notre football sur scène. Donc je ne pense pas que de là où il est, il tire toujours la ficelle. Il peut le faire, on attribue beaucoup de choses aux gens, mais il faut se reconnaître, comme je le disais au début, qui sont des citoyens ordinaires comme nous, au-delà donc de leur fortune, au-delà de leur prétendue puissance ou de leur réseau. Tout ça a des limites, et donc je crois que ce qui est en train de lui arriver, même s'il fait un lien avec le football, il comprend quand même que sa puissance a des limites, et ceux qui le suivent aussi aveuglément comprennent le message. Je pense que le plus important, c'est un consensus sur le devenir du football de notre pays. On ne peut pas continuer par gérer parce que certains estiment qu'ils ont l'art et la méthode pour continuer, alors que la gestion n'est pas vraiment celle qu'on souhaite. Il va falloir qu'il y ait une prise de conscience. C'est vrai qu'il y a une majorité qui se dégage, qui est pour le départ de ce bureau, pour reprendre les choses, mais il ne faut pas aussi reprendre les choses pour les reprendre. Il faut les reprendre pour mieux faire. Et je crois que c'est autour de cela que les acteurs doivent s'entendre. Doivent s'entendre, mais aujourd'hui, la question que les Togolais se posent, puisque cette crise dure depuis 2006, ça a démarré, et jusqu'alors, il n'y a pas de solution, c'est des coups bas, celui-ci vient, l'autre s'érige en adversaire coriace pour le dégager, ainsi de suite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas souhaitable, Augustin, qu'on profite de cette situation pour remettre les bases, faire une sorte de rencontre en guise d'états généraux pour voir un tout petit peu, puisqu'on a émis beaucoup de réserves sur le corps électoral que constitue également cette majorité de 36 présidents qui réclament le départ de Gabriel Améi. Aujourd'hui, on comprend clairement qu'il y a d'autres qui sont pour, d'autres qui sont contre, alors qu'on est en train de parler de l'unique football. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'en profiter pour raser les murs et remettre de bonnes fondations? Je voudrais d'abord réagir à la précédente question. Je sais que mon confrère Germain Pouli n'est pas très foot. Par rapport à l'ombre... Oui, mais l'ombre de Gabriel continue à planer sur la gestion de la fédération. Vous savez que c'est le report du congrès extraordinaire qui est intervenu par un communiqué dans la nuit du 5 au 6 a été pris par la secrétaire générale. En violation des tests. Qui devrait être normalement la secrétaire générale de la fédération, mais qui se comporte comme la secrétaire particulière Gabriel Améi. Donc le président étant empêché, c'est le premier vice-président qui devrait diriger le bureau de la fédération, mais elle ne s'est pas référée au premier vice-président avant d'ordonner le report du congrès. Et donc on a compris que en fait, la décision du report est venue de Gabriel Améi, avec qui la secrétaire générale est toujours en contact. Donc, et même la panique, je ne sais pas, la précipitation avec laquelle les 36 gèrent la situation montre bien que l'ombre de Gabriel Améi est toujours là. Même entre les quatre murs de
DPJ, Gabriel Amélie, continue pas à faire peur aux autres. À ses détracteurs. Sur la question du corps électoral, je crois que là aussi, Gabriel Amélie a fait exprès pour ne pas communiquer. La question a été réglée par la FIFA en respect des tests de la fédération. Et maintenant, le corps électoral, il est connu. Seulement, il y a eu, quand l'envoyé de la FIFA est arrivé, Primo Cavaru, il y a eu encore des réclamations, je crois, venant de USM et de Tigre Noir Zéphyr. Donc, il ne restait que ça. Tout le monde sait que le corps électoral au niveau de la FTF, c'est 52. Entre-temps, il y a eu des clubs qui sont descendus jusqu'en D3, donc c'est arrivé à 50. Et des 50 a été exclu les 2 clubs qui n'ont pas participé, voilà. Bon, USM et Tigre Noir Zéphyr, qui ont introduit les réclamations. Donc il n'y a pas tellement de problème par rapport au corps électoral. Il y avait un problème par rapport au lieu de la convocation. D'abord, il y a eu cette déclaration désavouant à la légitimité de Gabriel Amélie et qui va en contradiction avec les directives éditées par le secrétaire général dans sa dernière missive envoyée à la FIFA. Or, il est clairement écrit dans les statuts de la Fédération togolaise que les membres de la Fédération s'engagent à respecter les directives de la FIFA. À partir de ce moment, et à partir du moment où même la déclaration des 36 membres, c'est vrai que c'est une majorité qualifiée, ne s'appuie sur aucune disposition statutaire de la FTF. Donc l'envoyé de la FIFA a fait comprendre aux 36 que peut-être leur préoccupation est légitime, mais leur action n'est pas fondée statutairement. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs les 36 à rectifier le tir et à accepter d'aller au Congrès à condition d'avoir un certain nombre de clarifications sur le corps électoral, sur le lieu de la réunion dont ils ont demandé le remplacement et sur certains aspects. Donc, tous ces problèmes-là n'ont pas été réglés puisque l'envoyé de la FIFA voulait discuter d'abord avec le président de la FIFA avant de leur donner une réponse. Tout ça n'a pas été réglé quand l'avant-veille du congrès extraordinaire, Gabriel Amélie a été mis aux arrêts. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas opportun de profiter de cette situation pour repartir à zéro? Je pense que oui. Et là, c'est là où Germain et moi sommes d'ailleurs d'accord en disant qu'il faut mettre également l'État togolais à contribution pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut redéfinir un nouveau climat qui permette une réflexion profonde sur les décisions majeures à prendre en vue de restructurer même la structure FTF et de créer les conditions de discipline. Bon, que certains aiment, d'autres ou pas, ça, il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Dans toutes les fédérations au monde, vous avez des clans. Il y a beaucoup d'argent dans le foot aujourd'hui, donc il y a forcément des groupes d'intérêt. Mais si tout ça se passe dans le respect des statuts, dans le respect du développement de la matière qu'est le foot, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il y a une totale indiscipline dans le secteur que le président de la fédération peut se permettre de ne pas rendre compte à l'État, même quand l'État met des moyens à la disposition. Parce que la preuve dernièrement, l'État s'est rougi contre le fait qu'on vende les matchs, mais que l'État mette la main encore pour payer les primes de match aux joueurs sans qu'un compte soit rendu. Voilà, c'est tout ça qui paraît gros, parce que l'État n'a pas seulement qu'à rougir à travers les médias. L'État a les moyens de contraindre les citoyens à être disciplinés. Et quand cela ne se fait pas, je me demande si l'État a réellement intérêt à ce que ça se passe bien dans le football. Moi, je pense que tout ça participe d'un manque de vision, d'un manque d'ambition clairement défini pour le football. Quand l'État aura défini clairement sa vision pour le foot, ce que l'État attend du foot, ce que l'État veut faire du foot, et qu'il aura décidé, puisque c'est l'État qui a donné une délégation à la FTF de le football, donc l'État mettra tout en place pour que tout le monde soit discipliné. On l'a vu ailleurs, au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, à un moment donné, l'État a tapé du poing sur la table, et aujourd'hui, ces pays-là, on voit bien une certaine stabilité pérenne dans la famille du football de ces pays-là. Mais ici, on a l'impression que, bon, c'est seulement quand il y a les problèmes de moyens financiers, l'État intervient, ou de logistique, l'État intervient. Mais pour ce qui concerne la discipline même de l'ensemble des acteurs, qui sont des citoyens qui vivent sur le territoire et qui, quelque part, sont sous tutelle du ministère des Sports, on ne voit vraiment pas une action claire de l'État, rigoureuse de l'État dans ce sens-là.
Voilà, jamais un dernier mot autour de ce sujet. Non, pas un grand mot. Mon confrère faisait bien de le relever. Je ne suis pas très foot, c'est vrai. Mais je continue quand même par affirmer qu'il n'est pas aussi puissant qu'on le présente. C'est vrai que, bon, un départ là où il est, certains continuent par mener des actions, mais je pense aussi qu'il devrait pouvoir réfléchir par rapport à ce qui lui arrive, parce que s'il était véritablement puissant ou riche et tout ce qu'on dit, il n'aurait pas ce genre de problème actuellement. Mais je ne voudrais pas personnaliser le débat autour d'Amei. Le football togolais est beaucoup plus grand qu'une personne, ne serait-ce qui plus est Gabriel Amei, mais je pense tout simplement, comme on le dit ensemble ici, il faut que finalement il y ait un consensus autour de ce foot. Il faut que toutes les contributions, qu'elles viennent de l'État ou des autres présidents, donc qui animent la vie du football au Togo, il faut que tout soit mis ensemble et qu'on définisse une feuille de route assez consensuelle, assez commune, qui est inspirée par une vision assez claire, et que donc on puisse sur cette base élire un nouveau bureau qui va apporter notre organisation au sein de notre football. Voilà, c'est sur ces mots de Germain Pouliot que nous fermons donc la page de cette question liée à la Fédération togolaise de football pour l'ouvrir sur la question cruciale des réformes qui est au cœur des débats depuis quelques mois, puisqu'entre-temps, on croyait que c'était parti pour être relégué dans les oubliettes, mais la sortie de 3 églises du Togo a relancé les débats, et depuis lors, des déclarations fusent d'un peu partout à partir de celle du ministre de l'administration territoriale, suivie plus tard par le président de la Cour constitutionnelle, et récemment à Accra, avec une déclaration du chef de l'État qui est sujette à polémique. C'est vrai que les interprétations diffèrent de l'angle dans lequel on se situe, mais aujourd'hui, face à cette question des réformes, Augustin Améga, est-ce qu'on peut croire? On est bien obligé de croire, parce que ces réformes-là sont nécessaires pour la stabilité du pays. Pour qu'on puisse s'occuper des questions économiques, il faut forcément assainir le climat politique. C'est le préalable. Et ces réformes-là sont incontournables pour avoir cette sérénité-là. Et dans les discours officiels, que ce soit au niveau de l'opposition comme au niveau du pouvoir, c'est vrai qu'au niveau du pouvoir, parfois, on se demande si on veut vraiment les réformes, parce que tantôt on dit on ne veut pas les réformes, ne touche pas à ma constitution, et puis tantôt on dit oui, on veut les réformes, mais c'est l'opposition qui veut faire des constitutions taillées sur mesure et tout ça. Bon, à partir du moment où, depuis un certain moment, du moins, on a écouté le président du groupe parlementaire UNIR dire clairement qu'ils sont en faveur des réformes, mais des réformes consensuelles. Je pense que les uns et les autres doivent faire l'effort pour aller vers des réformes consensuelles. Ceci d'autant que l'accord politique global, déjà prescrit des réformes consensuelles. Il y a les recommandations de la CVJR qui ont également prescrit des réformes consensuelles et ont même ajouté des réformes prospectives, ça veut dire que des réformes pour l'avenir. Et puis il y a également les principes de la CEDEAO qui nous obligent 6 mois avant les élections à aller vers des réformes consensuelles. Donc ce consensus-là, il se trouve qu'aujourd'hui, il se pose autour de la possibilité pour Fonia Simbe d'être candidat en 2015. Je crois que la réflexion doit tourner autour de cela, et on ne doit pas se cacher derrière nos petits doigts. Il faut faire en sorte qu'il y ait un consensus autour de cette question-là pour qu'on puisse avancer. Pour qu'on puisse avancer, hier, Germain, on a suivi quand même sur la chaîne du futur LCF, Jean-Pierre Favre, le leader ou le candidat de CAP 2015, qui s'est prononcé sur le sujet, et c'est clair que l'opposition ne voudrait pas, ou au niveau du CAP 2015, on ne voudrait pas une constitution taillée sur mesure ou une constitution personnalisée. Et plus tard dans la soirée, on a suivi sur une autre télévision, donc la télévision, la TV7, le président du groupe parlementaire uni, Christophe Yao, qui a été également clair. En scrutant un tout petit peu les déclarations des deux leaders, on comprend que tous veulent une constitution qui ne sera pas personnalisée, mais qui ne doit pas empêcher un Togolais, selon Christophe Yao, qui ne doit empêcher aucun Togolais de se présenter en 2015, notamment en l'occurrence le chef de l'État actuel en exercice. Oui, bon, je crois que c'est un débat assez complexe entre la déclaration
officiel et les comportements sur le terrain, il y a un écart assez important. Vous écoutez le président de CAP 2015, j'espère qu'il est le président, en tout cas c'est le candidat, le candidat voilà, qui dit qu'ils ne font pas des réformes taillées sur mesure, mais quand il manifeste, vous lisez assez clairement sur des affiches que Faure Gnassingbé, ça suffit, il ne doit pas être candidat. En 2015, Augustin disait tantôt aussi, quand vous allez dans les marches d'unir, vous pouvez lire aussi ne touche pas à ma constitution. Donc vous voyez que entre la déclaration et le terrain, il y a un grand écart. Mais ce sur quoi il y a quand même un élément assez important sur lequel on doit tabler, c'est la candidature du président Faure. Aujourd'hui, la loi lui permet donc d'être candidat, et c'est ce qu'il disait à Accra, il respectera la Constitution. Demain, si la loi ne lui permet pas, il respectera la Constitution, je pense. Mais je crois qu'on n'est pas dans ce débat parce que la rétroactivité que certains nous ont servi pendant des mois, estimant que la loi pouvait être rétroactive aujourd'hui, ils reviennent un peu sur leur position. Ils n'ont pas le courage de dire, bon, nous sommes d'accord que la loi n'est pas rétroactive. Donc je pense que c'est un peu ce courage-là qui manque du côté de l'opposition. UNIR a posé clairement le problème. Nous ne voterons pas une loi qui empêche à notre joker d'aller à l'élection. Je crois que le message est clair. Maintenant, si en face, les gens se disent, ok, nous sommes d'accord, votre champion peut aller aux élections, allez, on va s'entendre pour voter donc ces lois, ça se fera. Maintenant, une proposition a été introduite. Qu'est-ce qui a évolué depuis le 30 juin jusqu'à ce jour? Est-ce qu'il y a eu une rencontre entre ces partis politiques-là qui sont à l'Assemblée nationale? Parce que les plus grands partis donc, de ce pays sont tous présents. Et dans aucun cas, nul n'a la majorité pour réviser tout seul dans la Constitution. Il faut forcément qu'ils s'entendent. Et qu'est-ce qui a été fait depuis là? J'ai écouté le président du groupe parlementaire UNIR se plaindre qu'en réalité, il aurait souhaité, avant l'introduction de cette loi, les autres peut-être auraient souhaité qu'ils viennent un peu échanger avec UNIR parce que le point d'achoppement, ils le connaissent tous. Et il faut maintenant qu'ils trouvent une solution par rapport à cela. Je crois qu'il ne faut pas prendre les Togolais, je ne sais pas, pour des gens qui ne réfléchissent pas. Le débat est clair. Est-ce que Faure Gnassingbé peut être candidat ou non? Et je crois que le problème avait été déjà réglé par le CPDC rénové, si ce n'est que ceux qui aujourd'hui s'agitent dans les rues n'avaient pas voulu participer donc, aux travaux du CPDC qui avait quand même obtenu pas mal d'avancées par rapport à toutes ces réformes. Même au niveau des réformes institutionnelles, il y avait beaucoup d'avancées au niveau du CPDC, mais les gens n'ont pas tout simplement voulu reconnaître la qualité du travail qui a été fait. On estimait qu'ils étaient les plus légitimes pour mener des dialogues. On a vu Togo Télécom 1 et 2 qui n'ont rien donné. Aujourd'hui, on n'a même plus ce qu'il y avait comme conclusion au consensus au niveau du CPDC. Je pense qu'il faut avoir tout simplement le courage, peut-être aujourd'hui, de revenir dire, bon, nous n'étions pas à ce cadre, mais ceux qui étaient ont fait un grand travail. Je crois que nous, et qu'il faut prendre en considération voilà, les je crois que conclusions de ces nous travaux. rejoignons un peu ces conclusions-là. Voyons ensemble comment on peut mettre tout ça en pratique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, bon, c'est assez clair. Même quand les gens aussi décrivent ces réformes-là, mon confrère en parlait tout à l'heure, il dit qu'il faut ces réformes pour qu'il y ait la stabilité et tout ça. Non, je crois qu'on en fait un peu trop. Ce n'est pas parce que... Les acteurs eux-mêmes le disent quand même. Oui, mais ça ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas parce qu'on aurait limité dans un texte le mandat à 2 et qu'on aurait fait 2 tours qu'on aura la stabilité. Non. Mais ça permet quand même au dernier citoyen togolais quand même d'espérer un jour peut-être devenir président de la République. Même avec un tour ou sans limitation, tout le monde peut espérer devenir président. Si les élections sont transparentes, on ne limite pas le mandat et le président qui veut remplir est battu. Comment il va se maintenir à la tête? Ce n'est pas parce qu'on a limité le mandat que l'homme, on n'a pas limité qu'il va gagner. J'ai vu des voix se lever dans l'opposition pour dire être candidat.
ne veut pas dire qu'on a gagné une élection. Donc, quand on résume ces réformes-là, c'est comme c'est la condition pour que le Togo se développe, alors que non. Aujourd'hui, le combat du Togo, ce n'est pas deux règles qui, à mon sens, le plus important aujourd'hui, c'est la transparence des élections. Et depuis 2007, on a des élections transparentes. Il faut que les gens travaillent sur le terrain. Sauf que les résultats continuent d'être contestés. Oui, maintenez les caps, on va observer une courte pause et revenir. Retour ici en studio pour le second volet de cette émission Grand Jury consacrée au décryptage de l'actualité sociopolitique et économique dans notre cher pays, le Togo. Nous étions en train de parler des réformes. Mais avant de retrouver Germain qui avait la parole, je propose de donner le sujet pour le commentaire ou l'analyse d'Augustin Amégan par rapport à cette situation. C'est vrai que la question des réformes continue d'alimenter les débats. Je l'avais souligné tantôt avec les déclarations, commençant par celle du ministre Gilbert Bawara, avec le président de la Cour constitutionnelle qui a clairement dit que la page des réformes était fermée, avec le président de la République qui renvoie les débats au niveau de l'Assemblée nationale et qui au même moment estime vouloir respecter rigoureusement la Constitution, avec, comme Germain et vous-même l'aviez dit tantôt, dans les marches, tout ce qu'on affiche, touche pas à ma Constitution, pas de troisième mandat pour Fornia Simbe. Est-ce que finalement ce n'est pas un jeu de ping-pong? Vous avez cité un certain nombre de déclarations tout à l'heure que je trouve malheureuses. Parce que quand on dirige un pays, qu'on s'engage à mettre en application des accords, on doit être la locomotive, la clé de voûte de la mise en œuvre de ces accords-là. Le président de la République ne peut pas se mettre dans une situation de fatalité, constater que on ne peut pas faire les réformes et dire je maintiens une constitution qui pose problème. Et quand on parlait tantôt de... Mais sauf que là, il y a eu un petit réglage par après. On a vu quand même le chargé de la communication de la présidence qui était sur les plateaux de la TVT pour dire au fait, ce n'était pas ça, ce n'est pas sur cet angle-là qu'on devait comprendre la déclaration du chef de l'État. Si aujourd'hui il advenait qu'on fasse les réformes, la constitution qui sera issue des réformes sera respectée rigoureusement par le chef de l'État. Tant mieux sur le cadrage, parce que quand dans le contexte actuel, on pose une question au chef de l'État sur la mise en œuvre des réformes et qu'il répond de la façon où il a répondu, les explications qui ont été données après moi me rassurent, mais l'interprétation qu'on peut donner de la réponse du chef de l'État n'est pas celle qui a été donnée là. Mais je dis ça rassure. Et je dis, ce n'est pas dans le rôle du chef de l'État d'avoir ce genre de posture, parce que c'est lui le garant de la stabilité même du pays. Et quand il se met dans un discours comme par dépit par rapport à ce que ses opposants disent, je dis non. Il doit se lever au-dessus des déclarations des opposants et avoir un souci de décrispation du climat politique. Ça n'a pas été son discours à Accra, malgré les explications du test qu'on a eu après. C'est tant mieux. Et puis, moi, je suis mal à l'aise quand on parle de réforme constitutionnelle, on parle de rétroactivité. Je ne sais même pas où se trouve la question de la rétroactivité. Partout, dans tous les pays, dans tous les principes de droit, l'effet de la loi constitutionnelle est d'application immédiate. La loi constitutionnelle est l'effet même, est l'expression même de la souveraineté du peuple. Quand le peuple décide, par exemple, que voilà le profil de gens que je souhaite qu'il dirige mon pays, ça s'applique directement. C'est seulement quand ça achoppe sur des droits acquis. Les droits acquis, c'est notamment la durée du mandat. Quand un président est en exercice, même si on change le profil, on ne peut pas interrompre son mandat parce qu'il a déjà un droit acquis à un mandat qui est en cours. C'est pareil pour la durée du mandat. Il est élu pour 7 ans. Si durant ce mandat, on change le mandat à 5 ans, il doit faire ces 7 ans parce que ça, c'est un droit acquis. Mais le nombre de renouvellements de mandats, il n'y a pas de droit acquis. Il n'y a pas de question de rétroactivité par rapport à ça. Mais moi, je ne vois pas. Et puis, mais on dit que le CPDC avait trouvé une formule pour régler le problème. Pourquoi est-ce que quand on a fait le projet de loi portant modification constitutionnelle à l'Assemblée, le gouvernement n'avait pas mis cette disposition qui réglait le problème, quitte à voir l'opposition s'opposer à ça? Pourquoi on met une disposition qui pète à confusion et qui dit en aucun cas personne ne peut faire plus de 2 mandats, même si c'est la disposition de la condition initiale? Parce que pour faire une loi, on doit tenir compte du contexte également. La question de l'alternance politique aujourd'hui est une question de crispation, que ce soit dans la sous-région, voire même au-delà. Donc c'est important qu'on règle cette question-là à travers les tests.
c'est déjà une garantie de stabilité. La seule, cette seule disposition ne suffit pas pour régler totalement la question de la stabilité d'un pays. Mais garantir, régler la question de l'alternance à travers les tests, c'est déjà une garantie pour que les gens se disent, même si le cadre électoral ne permet pas une certaine transparence, au moins au bout de telle période, on n'aura plus celui-ci à la tête. Au moins les gens peuvent espérer. Mais quand vous voulez maintenir une impasse par rapport à la possibilité de la réalisation de l'alternance, même déjà dans la Constitution, c'est un élément d'instabilité. Et ça a été relevé également par la CVJR. Ça a été relevé par la CVJR et tout le monde convient, heureusement, dans les discours officiels, a dit oui, allons-y vers ça. Pourquoi est-ce que dans l'espace humain, nous serions les seuls aujourd'hui? Et quand les gens parlent de rétroactivité, si Blaise Compaoré avait réussi à modifier la Constitution la dernière fois, la Constitution qui limitait le mandat actuellement au Burkina, s'il avait modifié en disant que le mandat n'est plus limité, est-ce que ça va s'appliquer en même temps ou pas? Est-ce qu'on va parler de rétroactivité? Donc moi je dis qu'il faut pas qu'on embrouille les esprits à ça. Il y a un problème à régler. On peut le régler à travers une disposition transitoire dans la Constitution. On peut le régler à travers un accord politique. Tout le monde sait qu'en période de crise, un accord politique est susceptible de mettre en veilleuse certaines dispositions de la Constitution. On l'a vu en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où des gens qui, selon les dispositions constitutionnelles, n'étaient pas habilités à être candidats, ont pu être candidats à travers un accord politique. Donc, la réflexion entre les acteurs politiques devrait aller, parce que ce n'est pas pragmatique aujourd'hui de croire que Faure Gnassingbé, qui a la majorité à l'Assemblée, va accepter de voter un texte qui aille à l'encontre de ses ambitions à lui. Si lui-même décide volontairement de ne pas être candidat, oui. Mais s'il veut être encore aujourd'hui, là où nous sommes, là, dans le contexte actuel, il est illusoire de penser qu'on peut lui imposer, on peut imposer à sa majorité à l'Assemblée d'adopter un texte qui va empêcher leurs champions, comme eux, ils le disent même, d'être candidats. À partir de ce moment, il faut trouver, comme les recommandations diverses même le disent, un aménagement consensuel pour que Faure Gnassingbé puisse également être candidat et que l'opposition s'organise, puisque l'opposition demande également des réformes électorales, qu'il y ait un peu plus de transparence dans les élections pour qu'on puisse se dire que, bon, à partir de maintenant, au moins, on est sur le Togo qui pourrait avoir une alternance. Qui pourrait avoir une alternance. Le sujet quand même est débattu et ça attire également l'attention d'autres leaders de partis politiques. Agboyobe Kodio qui dit si le prix de la limitation du mandat présidentiel est d'accepter que Faure Gnassingbé se présente pour un troisième mandat, pour l'homme politique que je suis, je l'accepte volontiers. Et dans les derniers jours, il y a aussi Jean Degli qui a souhaité, qui a lancé un appel à la classe politique de l'opposition de consacrer ce troisième mandat au nom de l'intérêt du peuple afin de favoriser les réformes. Alors, Germain, aujourd'hui, est-ce qu'on peut croire que ces acteurs vont se comprendre? Parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous avez posé la question tout à l'heure, du 30 juin jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a évolué? C'est la grande question qu'on se pose. Oui, mais je crois que ce qu'il faut aussi dire, il faut revenir aux fondamentaux de la démocratie. Les réformes doivent se faire. Ce n'est pas l'APG qui fait des réformes. Ce n'est pas la rue qui fait les réformes. Ce ne sont pas les églises qui font les réformes. Ce n'est pas le président de la Cour constitutionnelle qui fait des réformes. Ce n'est pas l'Union européenne qui fait des réformes. C'est le peuple qui fait des réformes. Soit directement, soit à travers ses représentants. La voix la moins coûteuse aujourd'hui, c'est à travers ses représentants à l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, ce qui s'est passé le 30 juin, en réalité, le débat est fini. Parce que la minorité, même si elle croit qu'il faut faire réforme pour qu'il y ait alternance, ben c'est la loi de la majorité, la démocratie avant tout. Maintenant, on comprend qu'au nom d'un certain apaisement ou au nom d'une certaine volonté de se rapprocher de ce qu'il y a dans les autres constitutions à travers le pays et à travers le monde, on peut donc voir éventuellement le mode de désignation du président, la limitation du mandat. Même quand vous prenez le mode d'élection des députés, le scrutin à la proportionnelle, ce n'est pas tous les acteurs politiques aujourd'hui qui sont d'accord avec ça. La CDPA avait proposé qu'on change, qu'on revienne au scrutin uninominal, parce qu'ils pensent qu'avec ça, certains partis n'auront plus la chance d'avoir des députés. Vous pouvez avoir des personnalités influentes dans leur milieu, mais si le parti n'est pas fort, parce que là, ce sont des partis qui sont votés par forcément des individus,
vous ne passez pas. Donc tout ça, je crois que... Et puis je suis un peu gêné quand on semble faire une confusion entre l'alternance et la démocratie. Ce qu'on veut faire, c'est la démocratie. C'est ça d'abord. L'alternance, c'est la capacité de l'opposition à battre le pouvoir dans les urnes. Les conditions de l'alternance, on peut limiter le mandat, faire le détour, mais ce n'est pas encore ça. La vraie condition de l'alternance, c'est l'implantation nationale, c'est la popularité. Il faut que l'opposition propose quelque chose de mieux que ce qui se fait aujourd'hui et que les citoyens adhèrent majoritairement. Donc c'est là où je voulais qu'on en vienne. Les fondamentaux, c'est la majorité. Donc aujourd'hui, si une minorité veut des réformes, que la majorité ne rejette pas totalement, puisque quand vous les écoutez, vous écoutez unir, on est prêt à le faire, mais on n'accepterait pas qu'une minorité nous impose. Admettre que l'opposition accepte ça, comment ce sera formulé dans la Constitution pour que dans les années à venir ou 5 ans après, on ne soit pas face à la même situation? Non, je crois qu'Augustin l'a dit tantôt, il y a plusieurs formules. Il y a les dispositions transitoires qui peuvent... Il peut avoir une disposition. Mais en réalité, on n'avait même pas besoin de tout cela. Si ce n'est pas que de grands juristes que nous respections ont voulu faire comprendre aux populations que la loi est rétroactive. La loi est d'application immédiate. Je suis d'accord. Qu'elle soit rétroactive, bon, on ne va plus revenir aux exceptions, droit pénal et tout ça. C'est un peu ça qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire, si aujourd'hui on fait les réformes, on limite le mandat présidentiel, ça veut dire que l'actuel président au pouvoir peut encore espérer se présenter ou avoir 10 ans devant. Les gens, c'est pas une question d'avoir 10 ans, c'est ce que je disais. C'est ce que les gens disent. Une chose est d'avoir la possibilité d'être candidat et une autre chose est d'être élu. Donc aujourd'hui, les gens sont sur la limitation du mandat, comme si quand le mandat n'est pas limité, ça veut dire que Faure Gnassingbé est forcément élu éternellement. Non. Maintenant, je dis que les gens s'entendent sur une nécessité. Dans certains pays, ce n'est pas limité. Mais dans la plupart des pays, c'est limité. Donc, il faut tendre vers ce qui se fait dans la plupart des pays. Il faut limiter. Mais maintenant, quand on décrit ça comme si c'est ça la démocratie, c'est-à-dire c'est quand l'opposition arrivera au pouvoir, c'est ça la démocratie, puisque c'est ça l'alternance en réalité. Mais non, ce n'est pas parce qu'on aurait limité qu'il y a alternance. Par exemple, je donne un exemple bête, et Aïdam, le vice-président d'UNIR, a supposé que Faure Gnassingbé n'aille pas aux élections, et que lui là, et qu'il batte l'opposition. Est-ce qu'il y a alternance? Non. Il n'y a pas alternance, puisque c'est toujours UNIR qui est au pouvoir. Donc je pense qu'il faut aller au-delà. On veut aujourd'hui faire la démocratie. Il faut déjà qu'on apprenne déjà ça, à être démocrate, à respecter les règles de la démocratie, dont la première est que c'est la majorité qui décide en démocratie. Aujourd'hui, la majorité est pour unir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des besoins, des préoccupations de la minorité. Et c'est là où on parle aujourd'hui d'avoir un dialogue et de trouver un consensus pour que les intérêts de la minorité soient pris en compte, pour que également la volonté de la majorité se fasse. Voilà, Augustin, mais aujourd'hui, je crois que l'autre problème que les acteurs ne disent pas clairement, c'est la méfiance ou ce qu'on peut appeler manque de confiance en des institutions de la République. Parce que, laissant savoir que chaque jour le débat revient, on n'a pas confiance en la Cour constitutionnelle, on n'a pas confiance en la Commission électorale nationale indépendante, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas là aussi une question qui mouille un tout petit peu les débats? Oui, mais en même temps, ça correspond à notre histoire. Vous savez d'où nous venons. Les institutions de l'État sont caporalisées par le système en place. C'est cela même qui est la base du système, de la survie du système, c'est-à-dire que la caporalisation des institutions. Et donc on est dans ce cycle-là qui fait que malheureusement pour certaines institutions, au lieu de mettre en place des institutions techniques et fortes, animées par des gens compétents, on est obligé de coopter des politiques. Et donc, on quitte la caporalisation pour aller à la politisation des institutions qui, en principe, pour certains, sont supposées être indépendantes. Mais on est pris en otage par les politiques. On ne peut pas faire autrement pour le moment. Quitte à sortir progressivement de la crise et avoir des institutions fortes. Quand on a des institutions fortes,
la majorité décide sans qu'il n'y ait pas trop de problèmes. C'est quand on a des institutions faibles, pour plusieurs raisons, soit parce que les élections ne sont pas honnêtes, on ne respecte pas la vérité des urnes, ou soit parce que les institutions ne sont pas dirigées par des gens qui en ont la carrure, la compétence et l'envergure. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la faiblesse des institutions et qui fait que c'est parce que les institutions sont faibles qu'il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. C'est vrai que même dans certains pays où vous avez des institutions fortes, il arrive des moments de crise où la minorité s'exprime, où on est obligé d'écouter la minorité, comme par exemple aux États-Unis aujourd'hui, où la justice a décidé de ne pas inculper un policier qui a commis un meurtre. Vous avez vu que le débat s'est transposé dans la rue. À chaque fois que les institutions ne donnent pas confiance, ça débouche sur l'instabilité, ça débouche sur les contestations. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des institutions fortes. Pour le moment, ce n'est pas notre cas. On sort difficilement du système du parti unique, parti-État, et on a du mal à mettre en place des institutions qui garantissent véritablement les libertés et qui assurent l'indépendance de ces institutions. La liberté et l'indépendance des institutions, puisque nous parlons, Germain l'a dit tout à l'heure, que les réformes doivent se faire à l'Assemblée nationale ou par le peuple, par voie référendaire. Sauf que la dernière fois, on a vu quand même le président de l'Assemblée nationale et pratiquement tout son bureau marcher également dans les rues, devant des pancartes sur lesquelles on met « touche pas à ma constitution ». Oui, non, d'abord, avant d'être président, ils appartiennent à des partis politiques. Donc, donc ça ne gêne pas du tout. Maintenant, ce qui est écrit sur les pancartes, est-ce que c'est le président qui a fait en termes de, par exemple, de moralité, est-ce que ce n'est pas mal vu? Non, il n'y a pas de... Non, je crois que là, le débat est dans la rue. Ce n'est d'ailleurs pas le cadre approprié pour un débat. Donc, dans la rue, il n'y a que de la foutaise. Quand vous prenez CAP 2015, il n'y a que des conneries aussi sur les pancartes. Je ne vais pas attribuer ces propos à Jean-Pierre Fabre ou à qui que ce soit. C'est la rue, les gens s'expriment à leur manière, les gens cassent les feux rouges, les gens brûlent des pneus. Est-ce que c'est Jean-Pierre Fabre qui leur demande de le faire? On n'a pas les mêmes responsabilités. Oui, non. Quand on est au pouvoir, quand on a la charge d'un pays, Augustin, quand on est dans l'opposition, c'est non, pas la non, même chose. mais on est pas tous... juste à poser. Non. On parle de la rue. D'abord, je dis que la rue n'est pas le cadre approprié. Que ce soit unir dans la rue ou CAP 2015 dans la rue, ce n'est pas le lieu d'un débat démocratique. À l'Assemblée nationale. C'est juste des agitations, des démonstrations de force, des pseudo-pressions, parce que moi je n'en vois pas du tout quand les gens sortent dans la rue, où on brandit les biceps, on croit que bon, ça c'est le show pour impressionner la personne. Par rapport à la présence maintenant, je dis de l'institution, le président de l'institution par excellence qui doit opérer les réformes. Le président Dramani est d'abord un militant d'un parti politique, UNIR. Et quand UNIR a peur ses militants, il est dans la rue. J'aurais bien voulu que tu me dises qu'il y a un juge qui est peut-être beaucoup plus, à qui on demande beaucoup plus de neutralité, qui soit devant avec une pancarte, je comprendrais bien. Bon, Dramani, c'est un militant du parti UNIR. Il peut être dans la rue. Et Dramani, ce n'est pas le peuple. C'est un élu du peuple. Oui, un élu du peuple. Lui seul ne fait pas l'Assemblée. Donc, je crois que c'est pas, pour moi, ce n'est pas un débat sérieux. Et Augustin parlait au début du respect des engagements. Je l'ai écouté, je n'avais pas réagi, mais là, il revient pour dire qu'il y a une différence entre celui qui est au pouvoir et celui qui n'est pas au pouvoir. Non, les engagements, il faut les respecter, même quand vous êtes dans l'opposition. Les gens ont signé la PG. La première décision de la PG, c'est un gouvernement d'union. Ils n'ont pas pris part à ce gouvernement. Ils ont violé la PG, on leur a fait quoi? Rien. Parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Donc ils peuvent violer, ils peuvent être les premiers à violer la PG. Ils l'ont fait. L'autre émanation de la PG, c'est le CPDC. Les gens ont refusé d'aller travailler au CPDC. Ils ont violé la PG. Comme ils ne sont pas au gouvernement, non, je crois qu'il faut arrêter de dire que c'est ceux qui sont au pouvoir seuls qui doivent respecter les accords. Non. Oui, je sais, personne n'a dit à cette table que c'est seulement ceux qui sont au gouvernement qui doivent respecter l'accord. On parle de l'attitude des hommes d'État. C'est de ça qu'on parlait. Et non, on parlait de l'attitude. Tu avais parlé d'un engagement. Qu'il a pris un engagement qu'il doit respecter. Non, c'est pas de ça qu'il était question. On parlait de l'attitude. On parlait principalement de Dramani qui était dans la rue avec les autres. Je crois que quand on est à certains postes, on a certaines fonctions dans l'État, il y a des réserves qu'on doit avoir, même si on est militant. Le chef de file et ce n'est pas
Oui, mais le chef de file de Il l'opposition... a le droit d'aller dans la rue. Il peut aller dans la rue. La rue, c'est le propre même... La rue même, c'est le propre de l'opposition. Et le chef de file de l'opposition... À l'homme d'État, à celui qui est au pouvoir, on demande d'agir. Maintenant, Augustin, le chef de file de l'opposition est une institution aujourd'hui. Il a une institution aujourd'hui. Le chef de file de l'opposition est une institution comme le président de l'Assemblée nationale. Je crois que quand il y a un débat comme ça à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale qui devrait diriger ce débat-là devrait lui aussi se mettre au-dessus de la mairie. Mais se mêler de ces militants brandissant des pancartes ne touche pas. Moi, j'ai l'impression que les gens s'amusent avec le pays. Ils s'amusent avec leurs fonctions. Ou alors ne comprennent pas le sens des responsabilités qu'ils ont en postulant un certain nombre de fonctions d'État. Pour moi, c'est inadmissible, quoi. Alors, un dernier mot. D'abord, je n'ai pas vu le président Dramani tenir une pancarte. Je crois que si on en parle, c'est déjà... Non, tu peux faire les insinuations que tu veux, me faire dire ce que je veux pas. Que tout le monde a vu les trucs. Oui, mais... Personne n'a dit que Dramani brandit les pancartes. Tout le monde a vu le discours qu'il y a eu autour de la manifestation. J'ai dit que c'est la rue d'abord, que ce n'était même pas l'endroit approprié. Là, même dans la rue, d'abord, maintenant quand vous prenez un chef de file de l'opposition, contrairement à ce qu'Augustin dit, c'est une institution aujourd'hui. La loi sur le statut de l'opposition en a fait une institution. Donc tu ne peux pas me dire qu'il a des pouvoirs exécutifs. Mais le chef de parce qu'il est chef de file de l'opposition, il a des pouvoirs exécutifs. C'est écrit où? Ce que tu dis, c'est écrit où? Oui, bon, explique selon quelle loi c'est écrit. Malheureusement, si tu imagines des choses, je dis, il est une institution, il a aussi une certaine tenue. Mais je dis, là, on est dans la rue. On ne peut pas dire, bon, ceux qui disent ces choses, on les attribue à Fabre. Non, Fabre fait partie de la manifestation, mais ce n'est pas le lieu approprié. Donc, qu'un militant, qu'il soit président de l'Assemblée ou qu'il soit chef de file de l'opposition, soit dans la rue avec ses partisans, pour moi, ça ne dérange pas. Maintenant, il faut apporter le débat là où il faut, c'est à l'Assemblée nationale. Moi, je dis ça me dérange. Maintenant, on va faire honneur à Augustin Avega de clôturer en un mot. Ça ne fait même pas sérieux d'être dans la rue. On va faire honneur à Ah, Augustin Avega, puisque c'est la première fois qu'il est venu dans notre studio, de clôturer en un mot. Moi, j'espère que, je souhaite vivement que les uns et les autres aillent à l'essentiel, qu'on trouve un accord permettant à Ford d'être éventuellement candidat en 2015 s'il le souhaite, pour qu'on puisse aller à ces réformes-là, qu'on limite le mandat, qu'on revienne à la condition de tour et qu'on fasse les réformes institutionnelles à même de garantir davantage de transparence dans les élections à venir. Voilà, c'est sûr. Donc, c'est souhait d'Augustin Avega, directeur de publication du journal Le Canard Indépendant, que nous refermons la page de ce rendez-vous du jour. Bien de choses à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci à nos invités. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous donne rendez-vous sur demain, même fréquence, même heure. Si tout va bien, portez-vous bien chez vous. Au revoir.